Nous avons le plaisir d'accueillir notre dernier speaker, Dr. Jean Drouin, donc le fondateur et le directeur de la clinique d'andropause de Québec. Donc, ça va faire différent du reste de la présentation de la conférence. On va rééquilibrer les choses en parlant des hommes, la santé des hommes, au lieu de parler des femmes. Donc, Dr. Drouin est spécialisé dans l'évaluation des traitements des troubles hormonaux chez les femmes, donc pour la ménopause et l'andropause chez les hommes au sein de sa clinique privée à Cap-Rouge. Donc, aujourd'hui, il va présenter une analyse approfondie de l'évolution de la santé masculine en se concentrant sur le vieillissement et l'andropause. Et il abordera des solutions médicales et des stratégies visant à améliorer la qualité de vie en intégrant la santé préventive, la gestion du bien-être et l'environnement pour une prise en charge optimale de l'andropause. Donc, souhaitez la bienvenue à Dr. Drouin. Donc, ce qu'on m'a demandé de vous partager aujourd'hui, c'est évidemment, on est dans un secteur de l'andropause, du vieillissement. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de parler d'andropause puis pas parler de ménopause. Ça fait toute partie de notre système et d'essayer de comprendre nos glandes. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Et au départ aussi, c'est pas des traitements. Tu sais, vous ne me verrez pas essayer de vous vendre des hormones aujourd'hui. On va en parler, bien sûr. Mais l'important, puis je fais la suite d'Éric avec son excellente conférence, la qualité de vie à travailler ensuite. Pourquoi qu'un gars arrive en andropause plus vite qu'un autre? Parce qu'il ne s'est pas écouté, il a travaillé comme un fou. Je n'ai jamais vu un, moi, qui est venu me voir au bureau puis il a passé sa vie sur un divan. Donc, ça vient de régler le problème de l'autre côté. Alors, finalement, c'est sûr qu'il passe sa vie sur un fauteuil. Là, il risque de se retrouver en andropause aussi parce qu'il va être en cardio-métabolique puis ils vont régresser. Alors, c'est un autre, c'est une autre affaire. Donc, l'objectif, ce que vous m'avez demandé de toucher avec vous autres aujourd'hui, c'est de voir, c'est de vous dire qu'on fait partie de la nature. Et les hormones, on les comprend encore tellement mal. Puis en médecine, c'est pas tout à fait enseigné ou pas enseigné du tout. Puis c'est pas enseigné dans un cadre de santé globale. Alors, c'est ça aussi, c'est un autre problème. La question que je pose quand je donne des formations médicales, quand est-ce que vous pensez que les cycles, parce que les hormones vous amènent dans la vie, hein. La vie, c'est un cycle, l'hypophyse, c'est un cycle, la LH, c'est un cycle, tout est cycle finalement. Or, là, ce qu'on retrouve, c'est que quand est-ce que la testostérone est plus élevée chez les mammifères? Tout le monde me répond au printemps. C'est faux, c'est l'automne, le rut, et ainsi de suite. Donc, là, tu sais, on a toujours, peut-être qu'il y en a qui ont l'effet tardif, ça fait l'effet au printemps, là, mais normalement, c'est plus l'automne qui. Donc, c'est tout simplement de nous replacer dans cette zone-là et d'aller chercher à l'hypophyse. Moi, je vois régulièrement des gens qui ont un post-traumatique, un militaire en Afghanistan, saute sur une mine, son chum, et ainsi de suite. L'hypophyse est sidérée. On vient d'arrêter le cycle. Ceux qui vont dans les gyms, qui vont prendre des hyperdoses de testostérone, d'androgène, et ainsi de suite, ils bloquent les axes. Donc, finalement, on enlève la versatilité de la vie. Et tantôt, en fin de conférence, je vous parlais d'un un médicament qui est intéressant parce qu'il est ondulatoire en soi. Donc, les Américains l'appellent une testostérone intelligente. Il ne faut pas exagérer, là, mais on est rendu là. Donc, évidemment, il n'y a pas de compagnie pharmaceutique. Je ne veux pas vous vendre de produits aujourd'hui. C'est tout simplement de la connaissance et surtout du partage avec vous autres, votre expérience. Mon curriculum qui est comme ça. Genre, si la vie est active, ça a touché à la testostérone et finalement comme tel. Merci aux organisateurs, organisatrices de cet excellent colloque. Et on devrait être 200 ici aujourd'hui, comme tel, avec le programme qu'il y a là. Moi, quand j'ai vu ça, là, en soi. Mais pour être moi-même un organisateur de colloque en santé hormonale, et c'est pas facile, la publicité est difficile, les gens sont difficiles à sortir de chez eux, tout le monde veut faire ça en réseau, en Skype ou en peu importe. Donc, chapeau, c'est un début, mais lâchez pas. C'est ça que je veux vous dire, c'est excellent. Vraiment, il fallait y croire. Moi, j'y ai cru dès qu'on s'est parlé. Je me suis dit, bon, ben, on sera deux, on sera deux, on sera 10, puis l'important, c'est d'avancer. Alors, c'est ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Les objectifs, bon, on s'en donne toujours, puis on passe toujours à côté, mais ça, c'est pas grave, hein. Finalement, l'important, c'est de partager un peu tout ça. Mais je veux qu'on regarde l'andropause, le sujet que vous m'avez donné, mais dans un contexte global. Tout à fait, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a demandé tantôt, justement, on a commencé la conférence dans le stationnement.
Il y a quelqu'un qui me demandait est-ce que c'est la même chose qu'à la NAC, la conférence? La réponse, c'est non, parce on va toucher à un niveau vraiment santé globale qui était médecine intégrative, qu'on a parlé ensemble. Des déterminants de la santé, ça, je n'ai pas besoin de vous apprendre ça. Mais ce qui est intéressant, ce qui a bougé, c'est aussi les conditions de vie, l'environnement, les habitudes de vie qui ont fait que les gens ont amélioré leur qualité de vie. Ce que je veux vous dire là-dedans, c'est pas les antibiotiques, c'est pas les vaccins, c'est pas quand on regarde les vrais changements de société qui sont faits dans les dernières centaines d'années, 50 et ainsi de suite, c'est un peu ça. Et c'est là-dessus qu'on va s'en sortir aussi comme tel. Là, vous avez, ça c'est mon cadre, quand je dirais mon niveau de pratique au bureau. Vous venez me voir, à un moment donné, vous avez des symptômes, on va voir les symptômes au centre. On regarde les symptômes, évidemment, de quel ordre. Mais avant de commencer à aller plus loin, moi, je fais le tour de votre vie. Je fais le tour de votre vie sur la génétique. C'est à ce moment-là de bon, parlez-moi de votre famille, oui, cancer du côlon, oui, cancer du sein, mais je m'intéresse beaucoup à la psychogénétique. Dans votre famille, c'est tous des bandits, c'est tout du monde qui ont des troubles bipolaires, des troubles de neurotransmetteurs. Moi, ça m'intéresse, ça, parce que c'est aussi une façon d'en prendre conscience puis de voir ce qu'on fait avec après ça, là, devant l'individu va avancer. Évidemment, on ne passe pas à côté de l'alimentation, ça c'est relativement connu. Les gens me disent qu'est-ce que je devrais manger. Je dis, il faut que tu manges, suis ton instinct, puis ensuite, essaye de faire un jeûne de temps en temps, quand c'est possible aussi. Et la diète méditerranéenne crétoise, mais surtout ne suivez pas toujours le guide alimentaire canadien à la lettre parce que vous allez engraisser. C'est pas compliqué, hein, c'est en soi. La gestion du stress, pour moi, c'est important de s'arrêter et d'avoir des moyens de gestion du stress. Donc, toujours, on est sur notre monsieur ou une madame avec des symptômes. Et là, il y a des gens qui se disent, bon, ben là, il faut-tu que je médite, et ainsi de suite. Non, non, j'ai pas le temps de sortir la robe blanche puis passer 3 heures à méditer tous les jours. Je dis là, si tu n'as pas le temps, quand tu vas à la toilette, cohérence cardiaque, 5 minutes, mets ça sur ton sel, t'arrêtes. Point. Il faut être capable de rentrer ça dans notre quotidien pour après devenir dépendant puis en faire un peu plus loin. C'est la même chose sur la marche. Je vous dis, allez marcher 2 heures ce soir. Il a marché une demi-heure, il est fatiguant que ça marche ensuite. Mais quand tu as commencé à marcher, puis moi, je suis un adepte de ça, je marche 2 heures tous les soirs, beau temps, mauvais temps, crampon, pas crampon l'hiver, ça devient dépendant. Mais c'est ça, les habitudes de vie, il faut qu'on devienne dépendant. Le jeûne, ça fait partie de ça, aussi comment on peut aller bien quand on fait un jeûne intermittent, on arrête un peu la surcharge. Donc, toujours les stresseurs, le mouvement, l'importance de bouger, peu importe comment vous bougez, l'importance du cardio, stretching et tout. L'environnement, ça, c'est aussi extrêmement important dans ma pratique. Peut-être moins dans le domaine des hormones, mais quelqu'un qui vient me voir, moi, je dis, ta maison est en santé. Ton environnement, qu'est-ce que ça a l'air chez vous? Tu sais, y a-tu des pesticides sur ton terrain, ainsi de suite. Faisons le bilan de sa maison. Il y a toujours quelque part qu'il y a un dégât d'eau, des champignons qui traînent quelque part, puis quelqu'un a le nez bouché. Puis, tu sais, arrêtons-nous sur notre environnement puis finalement sur le sens de sa vie. Alors, le sens de sa vie, à chaque fois, je leur demande les gens où tu t'en vas avec ta vie, c'est les plus grands silences que j'ai au bureau. Alors, les gens, qui font ça, ils me demandent ça. Ben ouais, si tu sais pas où tu t'en vas avec ta vie, comment je vais le savoir pour t'aider? Tu sais, je veux dire, il y a comme une discussion de fond là-dedans. Donc, vous voyez que c'est un peu dérangeant, surtout la dernière question, mais moi, si je n'ai pas de réponse là-dessus, je ne vais pas plus loin. Et vous savez qu'en médecine, pour faire de l'enseignement avec les résidents, les étudiants et tout ça, ce qui est le plus difficile à enseigner, vous savez, c'est quoi dans la relation d'aide? C'est le silence. Les thérapeutes, les gens, on est toujours mal avec le silence. On veut le meubler, on veut, mais c'est les vraies affaires, le vrai cheminement qui se passe, c'est en dedans. Et tu laisses aller la personne, puis tranquillement, oui, je n'avais pas pensé à ça. Puis c'est elle qui va trouver. Donc, il faut que tu l'amènes avec ton silence à trouver sa solution. Il y a des gens, vous savez, vous soignez, vous rencontrez des gens. Tu sais, la première visite, ce qu'il faut faire. Mais des fois, moi, ça m'a pris 3 ans avant qu'il le trouve. Parce que moi, je lui dis, là, c'est pas ça. Faut que tu trouves, puis quand tu l'as trouvé, là, tu l'as, le processus de guérison. Donc, on a, avant de faire quoi que ce soit, vous arrivez avec des symptômes. Prenons l'exemple d'un homme fatigué, parce qu'on va parler dans le repos tantôt, là, bien sûr. Ben, au départ, moi, ce que je fais, c'est qu'il y a un questionnaire pour voir y a-t-il des causes dans la matière? Je veux savoir c'est de quoi, là. Est-ce que tu as testostérone? Est-ce que la thyroïde? Est-ce qu'il y a du diabète? Donc, il y a une zone, un bilan de santé extrêmement exhaustif, là, large, qu'on va faire pour aller voir quel est l'état de la matière.
Ça arrive que des fois, la matière n'est pas très, très concluante. Les tests, vous savez, la validation des tests, mais ainsi de suite. Alors, de l'autre côté, je ne me gêne pas pour aller dans la médecine intégrative, pour aller voir sur la zone fonctionnelle. Donc, vous voyez que d'un côté, on a la lésion, puis de l'autre bord, on a les fonctions. Puis, moi, les gens que je vois le plus souvent, c'est des gens qui ont fait le tour d'ici, puis là, vous n'avez rien. T'as pas rien, t'as mal à l'estomac, tu dors pas, puis évidemment, c'est insultant de se faire dire qu'on n'a rien quand on n'est pas bien en soi. Et j'ai vu combien de gens qui, par exemple, prenons l'exemple de la fibromyalgie, qui est une maladie très mal connue, très mal diagnostiquée, fatigue chronique. Si on s'attache, qu'on fait le tour, on va chercher les hormones, on se trouve souvent une pièce intéressante, une pièce maîtresse comme telle. J'ai vu, pas plus tard que la semaine dernière, un monsieur que ça faisait 5 ans qui passait d'un médecin à l'autre pour la fatigue. Il n'y a pas de perte de poids, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de diabète, sa testostérone est quand même pas si pire. Son problème, c'est le DHEA, le dihydroépiandrostérone, la glande surrénale, qui est en dessous de 1. En dessous de 1, c'est pas mesurable. Il n'y a plus rien en soi. Donc, ce monsieur-là, là, quand on comprend ça, puis on regarde ça sur Internet, ben, c'est mes symptômes. Donc, et c'est là qu'il faut chercher. Donc, il ne faut pas se gêner pour chercher dans la matière. Mais ça arrive que je fais le tour de la matière, puis je trouve rien. Puis, le test est bon, c'est correct. Ben là, je me gêne pas pour aller dans la médecine intégrative. Faisons une évaluation des poux en médecine chinoise. Faisons un questionnaire de terrain en homéopathie, en naturopathie, en ostéopathie, et ainsi de suite. Tantôt, je vous parlerai d'une stagiaire que j'ai eue en ostéopathie qui a fait une thèse dans le domaine comme tel pour valider tout ça. Et là, donc, vous avez un monsieur, ici on parle d'andropause, mais ça peut être une dame aussi, là, qui vient pour la ménopause. On a fait le tour, mais ce qu'on veut, c'est la personne qui génère un processus de guérison puis comprend bien ce qui se passe. Mais vous comprenez que c'est à peu près impossible de faire ça sur un régime d'assurance maladie. Quand l'ancien ministre de la Santé avait dit c'est un symptôme, 11 minutes, qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire en 11 minutes en faisant le tour de ta vie? C'est impossible. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai été obligé, après multes efforts, d'essayer de laisser ça dans le système, de passer en médecine privée. Puis je me dis, si je veux faire de la médecine intéressante, puis aider les gens à aller plus loin, ben c'est pas restant dans le système comme tel. Il y en a qui s'en sortent très bien à travers ça. Je les admire. Un petit rappel de ce qu'on apprend à maternelle, là, l'axe hypothalamo-hypophysaire, parce que moi, je vois toujours ça avec mes clients comme tel. Évidemment, je vous ai parlé tantôt de l'hypophyse. Pour moi, c'est la glande maîtresse, vous savez. Avec toutes les autres, je ne veux pas refaire le tour, ça, vous les connaissez, incisé comme tel. L'hormone de croissance est extrêmement importante en soi, qu'on est souvent dans le trouble, nous autres, pour soigner l'hormone de croissance comme médecin au Québec. Mais de toute façon, c'est un résumé de l'axe qu'on va toucher cet après-midi. Je me suis intéressé beaucoup à l'histoire de la testostérone. Et j'ai trouvé ça intéressant, l'histoire de Jules César, puis ça c'est rapporté par Abraham Morgenthaler dans son livre Testosterone for Life, que je vais vous en avoir en référence à la fin. Alors, il disait que quand la testostérone était à son maximum, Jules César fonctionnait bien. Il y avait de la drive, tout fonctionnait. Dès qu'il a tombé dans le cardio-métabolique, il s'est fait passer dessus par les barbares. Alors, c'est un peu ça en résumé, ce qui s'est passé. Et moi, je vois ça souvent en soi des hommes qui ont été hyper efficaces, fonctionnels, et tout d'un coup, ils se retrouvent en ralentissement puis en syndrome cardio-métabolique. Dans l'histoire de la testostérone, ben, finalement, c'est lié aux testicules, ça vous savez, un peu au surrénal par le DHEA, qu'on va revenir tantôt. L'hormone a été découverte, ça n'a pas été trop compliqué non plus, là, c'était castrer les animaux et les rendre infertiles. Alors, il n'y a rien de sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est ce monsieur-là, en 1889, Brown Sequard, qui a présenté un congrès scientifique. Lui, il a décidé de s'injecter un extrait de testicules de chien et de cochon d'Inde. Pas sûr que j'aurais essayé ça, là, mais en tout cas, à cette époque-là, les gens, les vrais, là, ils essayaient tout en mal en homéopathie. Il a fait l'acide s'intoxiquer, il va essayer de se traiter, puis en tout cas, finalement, tout ça. Augmentation de l'appétit, qui a eu le résultat, l'acuité mentale, puis la force musculaire. J'insiste là-dessus parce que trop souvent, on pense que les troubles de testostérone chez l'homme, c'est rien que sexuel, c'est rien que l'érection, c'est rien que le désir sexuel. Et vous allez me voir arriver en fin de conférence que c'est la qualité de l'être qui est là, la concentration. Les gens sont, l'appétit, l'acuité mentale est meilleure, donc il y a des récepteurs du côté testostérone qui sont intéressants de ce côté-là.
Le premier journal qui est publié là-dessus en 1942 sur le journal American Association, Medical Association, il parlait du climatère. On avez peut-être entendu les plus anciens, là, tout le monde faisait sa farce classique là, du climatère, là, en tout cas, c'est toute l'histoire. Là, je vous montre ici, là, on rentre dans la sécrétion des cellules de Sertoli dans le testicule. Comment ça se fait, la testostérone? Ça part du cholestérol, puis du mauvais cholestérol. Donc là, la tendance, qu'il y a une tendance qu'on retrouve, c'est de baisser le cholestérol quasiment à zéro. Donc moi, je vois des gens là, qui ont un cholestérol tellement bas que s'ils ont de la misère à produire leurs hormones, c'est plus l'autre. Donc ça aussi, il faut comprendre le métabolisme de ça. Vous voyez qu'on part du LDL, donc c'est qu'on appelle le mauvais cholestérol par rapport au HDL qui est classé comme le bon cholestérol. Et là, il y a toute je vous épargne tout ça, là, la séquence métabolique pour arriver à la testostérone. Et vous voyez qu'à quelque part, ça passe même d'un côté d'un axe à la progestérone ou encore par le DHEA du côté de la glande surrénale. Donc, ce que je veux vous dire, le message de ça, c'est que oui, c'est bien beau les diètes là, à zéro gras, zéro, puis les médicaments de baisser tout ça, mais il faut quand même qu'il y ait encore du mauvais cholestérol. Ici, ça peut être peut-être un petit peu complexe, mais c'est simple. Vous allez voir que oui, à travailler avec des hormones, c'est pas compliqué. C'est qu'au départ, on part des cellules de Leydig, donc sécrétion de testostérone. L'axe que toujours on fonctionne, il y a une cellule de Leydig qui fait de la testostérone, envoie une information sur la LH. Donc, la LH, s'il en manque de testostérone, la LH va monter. Vous voyez très bien. Donc, la LH va dire aux cellules, grouille-toi, sécrète en soi. Vous voyez notre homme vieillissant, donc il sécrète moins. La LH va monter tranquillement. Donc, dans les tests tantôt, vous allez comprendre que souvent, il faut faire la LH aussi pour avoir une bonne idée de l'axe, pas juste doser la testostérone si on veut doser. Tout l'autre côté, la FSH, ça, c'est la sécrétion des spermatozoïdes. Donc, la FSH est aussi importante. Et dans le domaine de l'andropause, moi, où je vois les gens qui sont touchés de la FSH, c'est les gens de gym. Ils ont pris des doses tellement élevées qu'ils ont bloqué la FSH ici. Ils bloquent leur fertilité. Et vous savez que la testostérone, c'est un contraceptif. Hein, c'était les premières études qu'ils ont faites là-dessus. On s'est dit, on va arrêter la production de testostérone. Donc, on donne la testostérone. Donc, ces gens-là, quand ils ont été tellement longtemps dans les gyms en remplacement de doses surélevées, et surélevées, je veux dire, quand on a nous allons avoir une testostérone, tantôt, on mesure autour de 600 picomol par litre, on est dans les cibles. Ces gens-là de gym, jeunes, arrivent à 4000 en soi. Alors, finalement, ça, si tu fais 4000 pendant une semaine, c'est pas grave. Mais quand tu fais 4000 pendant 2 ans, sauf que ces hommes-là, tu as de la difficulté à les arrêter. Je ne sais pas si vous avez eu ce type de clients-là. Ils sont à un niveau, ils sont dans un nirvana. Ils n'ont jamais été aussi en forme, aussi puissants en soi. Donc, c'est cette zone-là qui est difficile. Il y a un attachement à ce bien-être, pseudo-bien-être qu'on ne peut pas avoir toute notre vie. Alors là, moi, je les retrouve de l'autre côté où on dit, ben là, tu ne peux pas en prendre toute ta vie parce que finalement, il finit par avoir soit des problèmes cardiaques ou les autres. Alors, ces gens-là se retrouvent avec une andropause jeune qu'on appelle, c'est-à-dire que là, la testostérone qui a bloqué la LH ici, comme telle, puis elle l'a bloqué du côté central. Donc, en plein centre de l'hypothalamus, qui a bloqué la LH ici. Et là, ça, c'est nos jeunes de gym. Alors que le monsieur, lui, qui vieillit, sa testostérone ralentit de la sécrétion et sa LH monte ici, comme tel. Vous allez comprendre que s'il arrive des jeunes, parce que tantôt, je vous parlerai des hommes qui, au départ de la clinique d'andropause de Québec, quand on a recommencé ça en 99, la moyenne d'âge, c'est à peu près 55 ans. Là, on est rendu à 47 en soi. Vous allez comprendre pourquoi tantôt, en raison des pesticides, des perturbateurs endocriniens et toute l'affaire. Mais si on a souvent des jeunes dans 28, 30, 35 qui n'ont pas pris de drogue, qui n'ont rien pris d'autre, et qu'on doit faire attention, si on leur donne la testostérone, à ce moment-là, si on décide de les traiter à la FSH, à leur fertilité. Donc, s'ils veulent garder leur fertilité, ben, je leur dis, mettons, tes spermatozoïdes dans la banque de sperme, puis là, pour ça, tu peux être traité, ou si on ne peut pas, ben, on est obligé d'arrêter. Donc, vous voyez que là, on est rendu dans une autre zone, alors qu'avant ça, on était sur l'homme vieillissant, où la fertilité était moins pertinente à ce moment-là. Là, je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Ça, c'est les formes de testostérone. La testostérone se lie dans le sang à des protéines, la SHBG, l'albumine, et ainsi de suite. Mais la vraie qui agit, là, c'est la testo libre. C'est celle-là qu'on va avoir. Et c'est celle-là qu'on va essayer de calculer tantôt pour arriver dans nos tests. Quand on fait ce calcul-là, on va faire un test
qui est la testo totale. Ça, j'ai l'air peut-être un peu trop technique, là, mais je veux pas qu'on passe à côté de ça parce qu'on en manque beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi on en manque. Pourquoi on manque beaucoup, c'est qu'il y a des hommes qui vont aller voir leur médecin. Le médecin va dire, très bien, on fait une testostérone totale, comme telle. Donc, on fait une testostérone totale, qui est celle-là ici. La limite, vous voyez que c'est 10 qu'on a ici. Puis on va dire, ben, monsieur arrive à 20. Vous êtes correct, retournez-en chez vous. Le monsieur, il est fatigué, il a des symptômes complètement dans le repos. Mais si on fait cette testostérone totale, puis on rajoute un autre test qu'on appelle la SHBG, la protéine qui la transporte. Donc, la SHBG, la protéine transporte la testo totale dans le sang. Et quand ça fonctionne ensemble tout le temps. Oups, là, faut que je revienne à l'autre. Ça fonctionne ensemble tout le temps dans le sang. Mais ce qu'on veut, nous autres, c'est de se débarrasser de ça ici pour arriver à la testo libre. C'est celle-là qui agit sur les récepteurs. Donc, quand on peut arriver à un monsieur qui a une testo totale tout à fait normale, mais s'il y a une SHBG qui va augmenter, par exemple, pour un problème hépatique, soit un homme qui est cardio-métabolique, qui prend de l'alcool ou n'importe. Donc, vous voyez que plus j'ai de SHBG, moins je vais avoir de testo libre. Vous me suivez? Donc, moi j'ai de testo libre, ben, vous pouvez avoir un monsieur qui a une testo totale à 20, mais que vous allez arriver avec une testo libre calculée basse. Et là, je rajoute ce qu'on s'est dit, la LH. Donc, vous voyez que ma LH a commencé à monter. Puis le questionnaire est encore plus important que tous les tests, là. Mais tu sais, juste pour comprendre qu'on en manque beaucoup par manque de connaissances. Et ça, c'est pas enseigné dans les facultés de médecine. Moi, je l'enseigne en pharmacie à Laval depuis 13 ans. Mais les pharmaciens et pharmaciennes, ils font pas de bureau nécessairement. Donc, c'est un peu troublant. Ça, c'est juste comprendre que la testostérone peut jouer les mauvais tours. C'est-à-dire que quand on fait un remplacement de testostérone, ce que je veux, c'est que ça aille sur les récepteurs. On va aller voir les récepteurs tantôt. Mais de temps en temps, elle tourne de l'autre côté parce qu'elle s'en va vers les aromatases et elle fait des estrogènes. Et là, c'est un homme qui a des picotements au mamelon, les seins augmentent. Puis bon, j'en ai eu plusieurs clients comme ça. J'ai même été obligé un jour de faire une mammographie à un cardiologue. Il était un de mes patients. C'est rare qu'on prescrit une mammographie à un cardiologue, mais c'est arrivé en soi. Donc, ça pour vous dire que le métabolisme de la testostérone, si ça arrive, ça se bloque, il faut le mesurer. Ça se mesure dans le sang, l'estrogène chez l'homme à ce moment-là. Le rôle des estrogènes, donc, c'est la voie métabolique, là, comme je viens de vous dire, qui prend le mauvais sens en soi. Puis les stéroïdes, il ne faut jamais oublier que la testostérone a un statut de drogue contrôlée au Canada. Comme si c'était de la morphine, c'est pas à cause des Olympiques, là, mais c'est pas de la morphine en soi. Sauf que les hommes s'en rendent compte de temps en temps quand ils passent à la douane, puis ils n'ont pas leur prescription ou ils vont deux injectables à ce moment-là. Une chose importante dans toute l'histoire, j'ai un niveau de testostérone. J'ai un niveau sanguin, mais les récepteurs que vous avez ici, le CAG repeat, là, les récepteurs androgéniques là, en soi, du côté génétique, ils réagissent tous différents un à l'autre. Donc, je peux avoir un niveau très bas de testostérone, tous mes récepteurs sont touchés, puis je peux avoir un niveau de testostérone, le même niveau bas, puis il n'y a rien qu'un qui est touché. Alors ça, c'est important, et c'est par le questionnaire qu'on va être capable de le savoir à ce moment-là. Voici ces récepteurs-là. Alors, c'est ces récepteurs-là que dans mon bureau, je regarde avec les hommes comme tel. Le premier, c'est ici. C'est au niveau du cerveau. Donc, les récepteurs et déjà en médecine génomique, dans les 10 prochaines années, on va aller chercher ces récepteurs-là, pour on va être capable de les identifier et les traiter. Désir sexuel, l'humeur, le cognitif. Moi, j'insisterais beaucoup sur le cognitif, d'être capable de rester concentré. Je reviens sur un de mes clients, c'est un urgentologue. Il dit, moi, je n'ai pas un problème de formation continue que j'ai. Il dit, les diagnostics ne sortent pas. Alors que quand tu mets un bon niveau de testostérone, ça fonctionne mieux en soi. Maintenant, c'est quoi le bon niveau de testostérone? Ça aussi, c'est un problème. Les Allemands ont été, je dirais, plus précautionneux, plus avant-gardistes. Ils ont toujours été dans le domaine des hormones. Les autres, ils dosent à 30 ans, bilan hormonal homme-femme. Tu laisses ça sur la glace. Puis à 50, à 40, là, tu regardes. Et là, si on a à donner, à traiter, ben, on essaie de te ramener à ton niveau où c'était bien. À 30 ans, normalement, ça devrait être. C'est là que le vieillissement commence à s'installer. Donc, bien là, moi, j'arrive à un monsieur qui a 50 ans. Il était à quel niveau à 30 ans? Puis des fois, je lui fais un traitement, puis ça ne fonctionne pas parce qu'il n'est pas rendu à un bon niveau aussi à ce moment-là. Donc, c'est ça aussi intéressant. Donc, premier récepteur, le cerveau. Le deuxième, la santé cardiovasculaire.
l'oxyde nitreux, toute cette zone en soi, ça a été très conflictuel. Hein. Il y a, à tous les 5 ans, là, moi, là, la testostérone, c'est dangereux pour le cœur. Hop, là, ça va mieux. Et il y a l'étude Travers qui est sortie l'an dernier, qui a réglé le dossier, qui a fait que le FDA a même enlevé sur les prescriptions de testostérone la mise en garde. Donc, ce qu'on sait actuellement, les hommes meurent plus tôt, on va le voir tantôt dans une diapo, de maladies cardiovasculaires quand tu as une testostérone basse. Ils vont mourir plus tôt du cancer de la prostate quand tu as une testostérone basse. Et 30 des diabétiques ont une testostérone basse. Là, vous voyez qu'on est en plein centre du cardio-métabolique en soi, mais on ne traitera pas un homme pour ça. Tu sais, on ne dit non pas de la testostérone pour le cardiovasculaire, tu sais, comme on va faire avec les femmes aussi. Tu sais, c'est la prévention en traitant en hormonothérapie, c'est pas une très bonne idée en soi. Du côté du foie, je vais parler de la SHBG, synthèse hépatéique. Donc, ce sont des hommes qui ont des troubles digestifs vagues. On parlera de dyspepsie en soi. Moi, je résume ça avec mes clients. Je dis là, tu manges une pizza à 2 heures du matin à 25 ans, tu la manges à 55, ça va pas passer différent. Hein? On s'entend-tu? Tu vas peut-être avoir besoin d'une enzyme de papaye puis d'autres patentes pour que ça passe. Ou un calvados ou je sais pas quoi. En tout cas, finalement, ça pour vous dire que il y a un rôle dans le métabolisme du foie de la testostérone et digestif. Il y a ici stimulation de l'érythropoïétine, ça va avec la moelle osseuse ici. Les hommes qui ont une testostérone basse ont une tendance à faire de l'anémie, mais pas par manque de fer, puis par manque de testostérone, parce qu'elle ne stimule pas les cellules souches en soi. Donc, c'est une anémie normochrome, normocytaire, qu'on dit. Donc, alors que celle par manque de fer, c'est hypochrome, il manque de fer. Donc, c'est ça, c'est important parce que moi, avant de travailler dans ce domaine-là, ces genres d'anémie-là, on pense souvent à les cancers. On investigue partout, on fait des trices de sang, puis on essaie de savoir qu'est-ce qui se passe en soi. Puis finalement, on en trouve souvent aussi. Mais vous avez bien compris que il y a ce récepteur-là, il est là, mais ça va arriver que si on fait un remplacement, il se stimule trop. Là, vous allez avoir notre monsieur que son sang va venir trop épais. Son hémoglobine hématocrite va monter. Là, tu es obligé, si tu veux continuer le traitement, de lui dire d'aller donner du sang. Puis s'il n'est pas éligible, ben à ce moment-là, tu lui dis va donner du sang, pour le garde pas. C'est une phlébotomie ou une saignée en soi. Donc, il y a toute cette zone-là, quand on comprend le métabolisme de la testostérone, quand tu es trop basse, il fait de l'anémie. Puis quand son récepteur est trop stimulé, ben là, on doit l'avoir à l'œil. Donc, ça veut dire que la première année de traitement, il faut faire des prises de sang. Il faut le suivre. Ensuite, ben, évidemment, nos hommes qui ont une testostérone basse, il y a les os, la densité osseuse qui diminue, l'ostéoporose. Donc, j'ai des clients dans la quarantaine, ils ramassent une feuille de papier à terre puis ils se cassent deux côtes. Tu n'as pas eu une mise en échec au hockey, là, c'est juste penché un peu en forçant. Donc, l'ostéoporose, c'est très réel, ce qui nous dit que normalement, on devrait possiblement faire une ostéodensitométrie comme chez les femmes. Là, les âges sont encore variables, 65 ans, 60, là, il y a encore de la variation dans les produits. Après ça, il y a la peau. Du côté de la peau, c'est plutôt la peau sèche. Vous savez que quand la testostérone est élevée, ben, les gens font de l'acné, ils ont la peau plus grasse. Mais je n'ai jamais vu un gars qui m'a consulté pour la peau sèche. Ça, c'est rare que ça va arriver en soi. Par contre, la calvitie, mais la calvitie, là, c'est un autre problème. Parce que les hommes qui font de la calvitie, souvent, ils ont trop de testostérone, elle est mal répartie dans le cuir chevelu. D'où les médicaments qui agissent, Proscar et ainsi de suite, sur un anti-DHT, hein, anti-testostérone. Puis là, tu es coincé. Toi, tu donnes la testostérone à ton monsieur. Puis de l'autre bord, ses cheveux tombent. Puis là, il bloque ça de l'autre côté. Vous voyez ça, le gros fun là, qui se passe là, à ce moment-là. De l'autre côté, les muscles, ça, c'est très connu. Baisse la force musculaire partout en soi. Et augmentation de la adiposité viscérale abdominale. Donc, le tour de taille augmente. Au bout d'un an après traitement, notre monsieur, notre tour de taille diminue, puis il n'y a rien changé. Donc, la masse musculaire prend plus de place que la masse adipeuse, d'où possiblement la prévention cardiovasculaire, comme je vous disais tantôt, là, de l'autre côté, comme tel. Du côté sexuel, le test, tantôt vous allez voir dans le questionnaire, le plus important, c'est l'érection matinale. La testostérone, comme toutes les hormones que je vous ai dit au début, se promène. On baisse dans le sang. 24 heures. Le soir, c'est vers 20 heures qu'elle est plus basse. Elle remonte au petit matin. Un monsieur qui a moins d'érection matinale, ben, peut-être manquer un peu de testostérone à ce moment-là, comme tel aussi. Donc, ça, c'est un des tests les plus importants, puis c'est celui-là qui revient le plus vite quand on fait le traitement. Aussi, évidemment, c'est tous les problèmes de fonction érectile, de relations sexuelles qui sont difficiles.
L'érection arrive, elle repart, elle revient. Mais là, il y a des hommes qui ont des problèmes de troubles d'érection seulement avec leur conjointe. Ça, c'est une autre affaire. Quand on a un trouble de la fonction érectile, là, jusqu'à preuve du contraire, ça peut être une maladie cardiovasculaire, ça peut être le couple, ça peut être la testostérone, ça peut être les médicaments. Souvent, moi, je réfère, on va bloquer nos artères du pénis 1 mm avant les coronaires 5, avant les carotides 7, sur des espaces de 5 ans, souvent. Donc, c'est important. Et les Américains ont pris un test, ou peut-être déjà fait ça dans des congrès, sur le bout du doigt, ça, c'est 0,5. Alors, si tu commences à avoir une maladie endothéliale, on peut la diagnostiquer très tôt, sur le bout du doigt, puis ensuite de ça, mais c'est le trouble d'érection qui apparaît dans soi. Donc, ça, c'est important. Le trouble d'érection aussi va nous dire qu'une testostérone est basse quand un monsieur a essayé du Viagra, du Cialis, du Levitra, puis ça ne marche pas. Ça, c'est un autre indice aussi. Donc, vous voyez on a le tableau, on a nos récepteurs, puis tout se place comme ça. Je vais juste vérifier le temps. Oui. À minuit, vous me direz. Hein, Je ne sais pas si On a commencé un petit peu. Ben, il faut respecter. Moi. 4 heures. OK, moi, je veux respecter votre. Ça, c'est la base. J'ai jusqu'à quelle heure? Je sais pas. Vous me laissez aller. Bon, c'est correct, on y va. OK. Donc, le perturbateur endocrinien, ça, c'est ce qui me fatigue le plus dans toute l'organisation. Moi, j'ai vu les hommes tranquillement baisser et diminuer leurs hormones. Les perturbateurs endocriniens touchent plus les hommes que les femmes. L'axe semblerait plus fragile. Ça, il y en a qui vont être contents. Hein, les grilles d'hommes, mais c'est pas même ça, mais c'est pas ça du tout qu'on veut dire. C'est que l'axe semble-t-il plus fragile et les perturbateurs, vous les connaissez. Ça amène la réflexion, puis on va le voir à la fin tantôt. Est-ce qu'on devrait dire à tous nos hommes de manger bio? Selon moi, oui. Maintenant, si tu du vrai bio ou non, là, il y a toute une discussion autour de ça, mais je pense que de plus en plus, on doit travailler, manger local, manger bio, savoir ce qu'on mange. Finalement, au bout de la ligne, comme tel. Ça a l'air trop facile à dire de même dans une conférence, parce que moi-même, quand tu veux bien te nourrir, il faudra bien quasiment pas que tu travailles. Hein, c'est ça, quand tu regardes ça. Non, c'est un fait. La testostérone et le cerveau, moi, je me suis toujours intéressé à ça parce que moi, je voyais des hommes qui étaient traités avec des antidépresseurs, puis finalement, ils n'avaient pas besoin parce que c'était la testostérone qui était trop basse. Donc, la testostérone, quand elle baisse, elle a une diminution de drive, puis ça a l'air d'une dépression. Ben là, la dépression, c'est pas évident. Là, tu sais, je veux dire, il y a de l'anxiété, comment on mesure ça en soi? Moi, si vous allez voir, je règle ça facilement. C'est-à-dire qu'un monsieur qui a des symptômes dépressifs, qu'il soit traité ou non avec des antidépresseurs, on met une testostérone au dossier, passé 50 ans, mettons, comme tel. On la laisse là. Puis on s'en sert peut-être à un moment donné pour peut-être le repartir si on voit que l'antidépresseur ou si on voit que le diagnostic n'est pas tout à fait celui-là non plus. Donc, testostérone, on dit que c'est l'hormone du bonheur. Ça a l'air un peu jovialiste de dire ça, là, mais c'est parce que si tu es capable de faire, tu as un projet, tu veux faire quelque chose, puis tu es capable de le faire, ben tu es content de toi. Là. C'est ça que ça veut dire au bout de la ligne. Et ça, je vois la même chose chez la femme quand il y a une baisse de testostérone aussi comme telle. C'est pas un antidépresseur, la testostérone. Ça, c'est important de bien aller chercher ça. C'est un antidysphorique et ça a déjà été, l'étude de Rancho Bernardo en 1999 avait déjà clairement établi ça en soi. Donc, vous voyez que vous avez votre monsieur qui a peut-être une tendance très dépressive, puis que tu le relances en en donnant une certaine énergie, puis en stabilisation de l'humeur. C'est surtout la mèche courte qui dérange du côté de l'andropause. Donc, et souvent, c'est la conjointe ou le conjoint qui amène le monsieur à notre télé, il n'est pas endurable. Tu sais, c'est un peu ça qu'on va avoir aussi. Donc, la dépression majeure, syndrome de déficience de testostérone, je vous épargne là, toute la zone métabolique. En passant, est-ce qu'elle va être disponible, la conférence? Vous allez pouvoir la voir. Hein? En tout cas, vous pouvez regarder le temps de garder ça là, en pleine nuit. Ça se lit très bien. Hein? Ça. Euh, Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a eu une évolution de ce côté-là dans les diagnostics standardisés et on a pensé que la testostérone était un antidépresseur. Puis vous voyez que les études qui sont là, la réponse, c'était non. C'est plus un antidysphorique qui va donner de l'énergie. Puis vous comprenez très bien que votre monsieur qui, après souper, n'a pas envie de marcher, ben là, avec la testostérone, il y a un remplacement. Et si elle est basse, ben à ce moment-là, il va aller marcher. Donc, s'il va marcher, vous savez que la marche après souper, c'est la meilleure marche, surtout si les gens prennent un grand souper.
pour prévenir le diabète, donner une chance les muscles consomment du glucose, puis évidemment, il va aller marcher à raison de sa testostérone. Donc, c'est un peu ce qu'on vient de dire sur la dépression majeure en soi. Il y a un lien de dépression aussi avec le trouble de la fonction érectile. Je vous ai parlé tantôt, les troubles de la fonction érectile, dépression, l'antidépresseur souvent donne un trouble de fonction érectile. Donc là, on est coincé. Est-ce que le trouble de fonction érectile vient de la testostérone ou vient de l'antidépresseur? Ça, c'est aussi un problème. L'antidépresseur, les ISRS, tous les inhibiteurs du recaptage de sérotonine vont aussi être favoriser l'augmentation du poids, finalement, comme tel. Je l'ai dit tantôt, les hommes meurent plus tôt quand ils ont une testostérone basse. Ça, c'est Abraham Morgentaler. Si jamais vous voulez lire là-dessus, là, c'est la Sommité internationale, c'est l'urologue de Harvard comme tel. C'est le fils d'Henry Morgentaler qui était en santé de la femme ici au Québec, que vous avez peut-être connu dans le domaine de l'avortement. Le rôle de la testostérone dans la fonction érectile, donc, qui est important, je ne veux pas rentrer trop dans le détail là-dedans, mais ça fonctionne à travers l'oxyde nitreux, l'enzyme de l'oxyde nitreux. Et dans ça, il y a une zone à comprendre. J'explique ça à mes hommes, comment ça fonctionne. C'est qu'au départ, il y a une stimulation, il y a une drive, la libido, testostérone. Et s'il n'y a pas de drive, bien évidemment, il n'y a pas de signal qui est envoyé, là, puis notre monoxyde d'azote pour arriver à l'érection. Donc, les deux doivent fonctionner très bien. Parce que des fois, tu as la drive, puis tu n'as pas de réaction du côté de l'érection, là, où il y a un problème vasculaire, où il n'y a pas assez de testostérone. Donc, vous voyez, comprenez très bien que tout ça, là, la testo est sur la libido, puis elle est aussi sur l'érection à ce moment-là. La question qui tue les hommes ont des cycles, la réponse est oui, en soi. Testostérone, je vous ai parlé tantôt, varie sur 24 heures, varie au cours d'une vie. Vous voyez ici, vous avez les hommes de 25 ans, bien évidemment, ils ont des cycles plus importants que le monsieur de 71 ans, qui est plutôt mollo sur les cycles en soi. Mais tout ça pour vous dire que toutes les hormones du corps humain ont des cycles à ce moment-là. Donc, il faut être capable de les dépister comme tel. La variation hebdomadaire, variation saisonnière, comme je vous ai dit tantôt, puis variation avec l'âge, suivant la vie qu'on a menée. Alors ça, et les gens que je vois, ils ne tiennent pas compte, c'est un cerveau qui fonctionne, il y a du gaz qui est là, puis il roule. Jusqu'au jour où, à un moment donné, les surrénales et les testicules ralentissent, le cerveau veut continuer, et là, il y a un drame en soi. Je ne sais pas si vous avez vu Andropause sans tabou qu'on a fait avec Hugo Girard à tout.tv. Le monsieur, le patient là, qui a consulté là-bas, lui, il avait eu 2 antidépresseurs avant, qui est un pompier de la ville de Montréal. Et là, la testostérone était basse. Puis là, on l'a traité, il n'allait pas mieux. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Testo basse, traité, antidépresseur, tout ça. Là, ne pas oublier que l'apnée du sommeil est souvent la pièce maîtresse dans tout ça, qui donne les mêmes symptômes et qui est très souvent associée à la baisse de testostérone. Et quand on traite l'apnée du sommeil, tu traites ses hormones, ce monsieur-là, il est plus reconnaissable à ce moment-là. Donc, il lui manquait une pièce, c'était l'apnée du sommeil. On pensait toujours à ça, quelqu'un qui est fatigué en soi. Bon, souvent, des fois, c'est la conjointe ou le conjoint qui va vous dire, ben là, il arrête de respirer, mais si le monsieur vit tout seul, la personne s'en aperçoit, puis il est fatigué, puis il a de la misère à fonctionner, il perd son travail, et ainsi de suite. Ça, c'est les baisses de testostérone. Donc là, on rentre dans la pratique là, en soi. Le syndrome de déficience de testostérone, il y a eu une évaluation chez les médecins canadiens où on estime qu'actuellement, c'est environ 40% des hommes et on en traite 3%. Alors, ça veut dire qu'il y a un 37% d'hommes qui se promènent, je ne dirais pas tout croche, là, mais qui ne sont pas bien dans leur peau. Puis des fois, ils ne sont pas traités pour la bonne affaire. Tu sais, ils sont traités souvent comme par des antidépresseurs, alors que si on s'était donné la peine, peut-être ça en prend des antidépresseurs. Moi, je ne suis pas contre ça, puis il faut que la personne aille mieux. Donc, il faut s'organiser pour trouver la cause, mais c'est pas toujours évident. Alors, vous voyez ici, là, le tableau que vous avez là, c'est les symptômes de l'hypogonadisme ou l'andropause. Donc, physique, psychologique, sexuel. Donc, du côté physique, vous voyez tout de suite ce qu'on a dit depuis le début. N'oubliez pas l'insulinorésistance, c'est extrêmement important de ce côté-là avec la testostérone, l'augmentation de la masse corporelle, la fatigue, la fragilité. La fragilité, ça, c'est la frailté. C'est le petit monsieur plus âgé, dans le 80.
qu'on va retrouver plus fragile. Ce petit monsieur qui marche là, dans les centres de soins prolongés, là, qui risque de tomber n'importe quand, puis avoir des fractures de la hanche. Les Allemands, encore une fois, ont compris qu'à ces hommes-là, on donne un petit peu de testostérone. Pas pour traiter de l'andropause, là, on traite la frailté, la fragilité. Et on prévient les fractures de hanche, qui coûtent une fortune à l'État, puis évidemment, une qualité de vie, puis souvent, ces gens-là meurent de suite de leur fracture aussi. Donc, ça, c'est important. L'autre côté, on a l'humeur dépressive, vous savez, qui ressemble beaucoup, l'énergie, et ainsi de suite. Puis, du côté sexuel, c'est la libido, la fonction érectile, puis la diminution des érections matinales comme telles. Ici, c'est un petit tableau qui avait été fait par Dr. Roland Tremblay, qui est une sommité internationale dans le domaine de l'endocrinologie, qui travaillait au CHUL, à Québec. Il comparait ménopause, andropause et dépression. Et ce qu'on disait, c'est que les symptômes se ressemblaient beaucoup. Alors, dysphorie, fatigue, trouble de mémoire, productivité, plaisir de vivre, la même chose. La seule différence, c'est que dans la dépression, il y avait plus d'anxiété. C'est juste là que, en soit. Donc, l'image de ça, le monsieur qui est en andropause, il vient vous voir, il est fatigué. Celui qui est en dépression, il vient voir, il est fatigué, mais il y a comme de l'inquiétude, il y a comme de l'anxiété, il y a d'autres choses. L'autre, il est vidé. On lui a coupé son gaz. Tu sais, c'est un peu dans ce sens-là. Et dans les deux cas, ils ont des troubles vasomoteurs, autant en ménopause qu'en andropause. Les hommes ont chaud en arrière de la tête, les femmes ont chaud en avant. Oui, je ne le sais pas. Alors, ouais, puis ils ont chaud souvent dans la tête en mangeant. Alors que moi, quand je passe dans un brunch quelque part, j'aime ça regarder ça. Je disais, pas, à un moment donné, il y a des gars qui ont chaud, on va peut-être regarder, voir leur dire un petit conseil. Mais vous voyez que les symptômes, ça pour dire que ça se ressemble, sauf que les hommes n'ont pas le marqueur que les femmes ont, c'est-à-dire les menstruations qui arrêtent. Puis après un an de menstruation, d'arrêt de menstruation, on se retrouve en ménopause. Mais ce qui est faux, parce que les femmes que je vois en plus grand trouble, c'est les femmes entre 35 et 50 avant, en transition ménopausée. Alors souvent, c'est ces femmes-là qui se cherchent et qui sont encore mal reçues par le système de santé aussi, mal comprises aussi par le système de santé. Or, donc, on revient dans le diagnostic, mes organes cibles, les symptômes. À la fin, les symptômes, vous avez un homme qui se fait la barbe aux 3 jours. Ça veut dire que la pilosité, là, il est dans le trouble en soi. Si on veut y aller de façon clinique, il y a le questionnaire. Le questionnaire, sans faire de prise de sang, va vous orienter beaucoup en soi. Donc, le questionnaire, c'est le premier qui a été fait, c'est le questionnaire Adam par John Morley, qui est un gériatre de l'Université de Saint-Louis, en 2000. Ce questionnaire-là, il est intéressant, sauf qu'il est oui-non. Alors, ce qu'on a fait, c'est que j'ai refait un questionnaire, puis je l'ai fait avec un coté sur 10 avec des questions qui sont changées, c'est-à-dire une, entre autres, qui est importante, ce sont les érections matinales comme telles. Si jamais vous voulez l'avoir, ce questionnaire-là, en plus, c'est un questionnaire important. Son histoire est assez étonnante. Ça a commencé ça, en 93. Je faisais une conférence à la Brasserie Molson, ici à Montréal, programme d'aide aux employés. Ménopause, andropause. Les conjointes ont regardé les deux conférences, puis les gars ont passé la soirée au bar. Non, c'est comme ça que ça a passé. Ça s'est passé. Ils ont pris de la bière toute la soirée, puis pour le boire. C'est une histoire d'hormones, ça pas là. Par contre, tes conjointes, ça ressemble à mon chum, le questionnaire en soi. Mets ça en dessous de la tasse de café le lendemain matin. Ouais, c'est vrai. On doit aller voir le médecin, puis ça a commencé comme ça. Pourquoi que ce questionnaire-là, si je le fais passer dans le dépistage, si vous dépassez 40 points sur 100, ça vaut la peine de faire des tests, les tests qu'on va voir tantôt en soi. Donc, si on regarde les questions comme telles, c'est que la première, c'est la libido. Donc, toujours 10 étant pas bon, la libido est faible. La deuxième, c'est le manque d'énergie. C'est la même chose. La troisième question, c'est la force musculaire. La quatrième, c'est les douleurs musculo-squelettiques. C'est quelqu'un qui fait des efforts légers, aller pelleter ou quoi que ce soit, puis il a mal partout, ça n'a pas d'allure. La joie de vivre, c'est la même chose, je suis pas content de moi. Grincheux, je dirais l'instabilité émotionnelle. Les érections aussi. Les bouffées de chaleur, comme je vous ai parlé tantôt, la nuit. Il y a des gars qui ont des bouffées de chaleur la nuit. J'ai une couple de clients qui sont obligés de changer de chemise dans le courant de la journée en soi. S'endormir après les repas, si c'est nouveau en soi, puis s'il a remarqué une diminution de la capacité de travail. Donc, vous voyez que ce questionnaire-là, c'est la pièce d'entrée et c'est clinique. C'est plus important le questionnaire que la prise de sang. Mais pendant la prise de sang va finir par compléter tout ça.
Donc, quelles sont les prises de sang qu'on va faire? Bien évidemment, ce qui est entouré, là, la testostérone totale, la SHBG, l'estradiol, la progestérone. Vous avez bien compris qu'on va faire une LF, voir si elle n'a pas commencé à monter. Vous avez bien compris qu'on va faire une hémoglobine hématocrite parce que s'il y a une anémie. Donc, vous voyez comment on précise le diagnostic. On cerne, on ne fait pas juste un test. On fait un questionnaire, on précise LH, hémoglobine, on regarde tout ça. On va vérifier le DHEA, puis évidemment, je fais moi un bilan de santé complet, diabète, le bilan lipidique, pour avoir une idée de la santé globale de la personne, incluant la thyroïde. Parce que si la thyroïde est dans le trouble comme tel, c'est correct? On a juste 3 minutes encore. OK, bon, c'est bon, on arrive. Donc, on fait le calcul de la testostérone en soi. Le calcul, la façon de travailler puis rentrer dans ce tableau-là, vous prenez le tableau, c'est un testostérone calculateur. Vous avez ça sur votre cellulaire. Vous pesez testostérone calculateur, on rentre la SHBG, la testostérone, puis on arrive pour le calcul et c'est là qu'on la met sur le tableau. On commence à traiter à 330 et plus. Alors ça, je vais passer un petit peu plus vite en soi. On revient sur le concept de santé globale. En médecine intégrative, moi, je ne saute pas sur le patient client tout de suite avec les hormones. Alimentation, on sait que le western alimentation, le junk food, ainsi de suite, là, si tu manges une poutine à tous les jours, tout le temps, donc, c'est toute la zone en partant sur le manger bio comme tel, puis manger des couleurs. Ça, c'est des couleurs, c'est les flavonoïdes, les polyphénols, et ainsi de suite. Attention à l'inflammation, obésité abdominale, et ainsi de suite. Des habitudes de vie. On sait très bien qu'un gars qui dort mal, sa testo va baisser. Donc, on travaille sur le sommeil, les stresseurs, l'excès d'alcool, le gym, mais gym pas exagéré. Le gars qui fait trop d'exercices comme pas assez, les hormones, c'est la vie du milieu. C'est ça qui est important. L'activité physique comme telle, beaucoup d'études, si on veut, là-dessus. Dans les produits naturels, avant, je ne suis pas encore rendu dans les hormones. La vitamine D, on revient à ce qu'Éric disait tantôt, c'est extrêmement important, puis de la bonne qualité, puis du bon dosage, ça aussi, comme tel. Le zinc, la prise de zinc, c'est important aussi pour la synthèse de la testostérone du système immunitaire. Puis il y a des plantes, le Tonkatali, l'ashwagandha, qui est une excellente plante adaptogène, calmante, comme telle. L'ortie aussi pourrait être intéressante. Tribulus terrestris, très décevant. Fenugrec, très décevant. Le ginseng, pas d'effet notable non plus. Puis le maca, ben, c'est un effet sur la libido en soi. Les soins en ostéopathie, ça, je veux passer deux minutes là-dessus. Thèse de Manon Bernard, il y a environ une quinzaine d'années. 15 patients, diagnostic est fait. Ils ne veulent pas prendre d'hormones, ces hommes-là. Fait 5 traitements d'ostéopathie. Les gars, au bout de 3 mois, allaient mieux comme s'ils avaient pris des hormones. Là, les scientifiques disaient, on va mesurer dans le sang. La testostérone n'a pas bougé, elle restait basse. Mais l'ostéopathie, c'est que le rôle de l'artère est absolu. Donc, en donnant une meilleure circulation à l'hypophyse et au fascia de Novilly sur le testicule, ben notre monsieur qui a une testostérone basse, parce qu'on est en picomol par litre, là, c'est de l'eau bénite, ça, cette affaire-là. Là. Fait que ça finit par aller toucher les récepteurs. Donc, l'effet intéressant de thèse a gagné le premier prix à cette époque-là pour son déo. Les soins à l'acupuncture en médecine chinoise sont aussi extrêmement intéressants, importants, surtout l'énergie de la surrénale, l'énergie du rein, régulation de la testostérone. Je vais passer plus vite là-dessus. En résumé, si on fait un diagnostic d'un test, mon questionnaire, testostérone le matin, on fait la SHBG, on fait le calcul de la testo libre calculée, on mesure la LH, donc la dose de la LH, le dosage sanguin, c'est entre 2 et 3. Donc, si ça dépasse 4, 5, 6, 7, ben, on dit, hop, l'axe force. L'hémoglobine, s'il baisse trop, on va dire, ben, vous avez compris que c'est un effet sur l'anémie. La TSH, il faut vraiment oublier la thyroïde. Et la prolactine, s'il y a un prolactinome, donc un petit kyste dans l'hypophyse à ce moment-là, qui peut donner aussi la même chose. Puis, sans oublier le PSA. Maintenant, le PSA, la prostate, de test, on le fait à la base, puis après ça, on en fait un de base à 6 mois. Puis au bout de 6 mois, s'il monte de 0,75 sous traitement, là, on fait un IRM. On suggère plus le toucher rectal parce qu'on a juste la première partie de la prostate, puis on se fait des ennemis de tous les hommes qu'on fait un toucher rectal à ce moment-là. Ensuite, ben, le traitement médical, là, on doit chercher dysfonction érectile, on cherche quand il y a un état dépressif, un diabète, ainsi de suite, quand est-ce qu'on devrait, un homme qui prend des opiacés, vous avez les traitements en soi. Les traitements sont ici comme tels, les gels, 3 gels, un sachet par jour, les gélules moins populaires parce que moins efficaces,
Andriol 2 en mangeant matin et soir. Les injectables, une injection par semaine. Donc là, on n'est pas dans le bioidentique. L'injectable, c'est l'énanthate de testostérone. Et le nasal, qui est fort intéressant, c'est celui-là qui varie dans le sang, qui a l'ondulation. Et je vous donne 30 secondes. Vous avez les traitements, ils sont là. Oubliez pas, ce nasal-là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire un pop-up sur le récepteur, puis il redescend. Il fait un pop-up sur le récepteur, puis il redescend. Alors, je trouve ça intéressant parce que c'est pas obligé d'inonder tout ça comme tel. Puis un suivi médical qu'on fait 3 fois dans la première année avec les prises de sang et tout ça. Puis un effet bénéfique sur la sensibilité à l'insuline, diabète qui va se... C'est pas un traitement anti-diabète, mais ça améliore le suivi du diabète. Et évidemment, faut pas, le gros effet, c'est le sang qui vient trop épais. Polyglobulie, on doit te faire donner du sang. Les risques, études Travers, donc les risques cardiovasculaires, prévention, tout ça, c'est clair de ce côté-là. À chaque année, il y a un colloque où on fait le schéma décisionnel, en soi, l'aide-mémoire qui résume un peu tout ce qu'on vient de vous dire en une page. Et la question qui tue, est-ce que les femmes ont de la testostérone? Ben, j'entends ça souvent. La réponse qu'on dit non. La réponse est oui, parce que c'est le 10e des hommes et on a intérêt à regarder ça et à le traiter. Les références, j'ai écrit ce livre-là parce que il voyait des couples qui se séparaient en question hormones. Avant de vous séparer, mesurez vos hormones. Si vous vous aimez plus, moi je m'en mêle plus, mais avant ça, on mesure les hormones. Il y a toutes les références que vous avez là. J'attire votre attention sur celle-là. Abraham Morgenthaler, Testosterone for Life, là, ce que vous parlez de l'histoire à un moment donné qui est fort intéressante. Il y a un textbook, toutes les références sont là-dedans. Il y a 2 textbooks en manuel. La deuxième édition qui a été faite. Vous avez toutes les questions que vous pouvez poser sont là-dedans, lipides, et ainsi de suite. Et l'andropause sans tabou, je vous encourage à regarder ça, ce document-là. C'est 15 épisodes. Je veux dire, c'est des épisodes de 15 minutes. C'est 5 épisodes de 15 minutes qu'on a fait avec Hugo Girard pour sensibiliser un peu comme a fait Véronique Cloutier il y a quelques années en santé de la femme. Alors, merci d'avoir synchronisé vos hormones pendant tout ce temps-là avec moi.